Bonsoir. Bonsoir. Nous nous retrouverons pour un webinaire autour de la persévérance scolaire ce soir et nous pourrions nous poser la question pourquoi on n'a pas utilisé le mot de décrochage, mais qu'on a fait le choix de ce terme excusez-moi, c'est un lapsus révélateur, de persévérance scolaire. Donc l'idée, c'était d'aborder la persévérance scolaire, puisqu'on pense que c'est un concept qui est plus large que le seul décrochage scolaire. Et on s'était dit aussi qu'on pouvait décrocher à l'école tout en étant présent, sans être forcément absent, et que le décrochage pouvait avoir de multiples on veut dire, manifestations, de multiples existences au sein du parcours scolaire, mais il y a aussi des élèves qui sont en présence et qui manquent de motivation et la question, la nécessité de pouvoir remotiver, relancer la dynamique avec ces élèves et on trouvait que ce terme était plus mélioratif et qui permettait de combiner à la fois remédiation et prévention. Solveig va prendre la suite de cette introduction en nous mettant un petit peu la dynamique dans laquelle et la problématique dans lesquelles nous sommes rentrés. Solveig. Merci Benoît. Donc effectivement, là, on se pose un petit peu la question de la persévérance scolaire et une des premières questions, c'était de savoir s'il y avait un élève décrocheur type, puisque finalement, on a 160 000 jeunes qui quittent le système scolaire, en tout cas qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs études. Et si on s'appuie un petit peu sur le rapport de Jean-Paul Delahaye, le rapport de la grande pauvreté, on se rend compte qu'il y a des indicateurs prédictifs, comme le milieu social qui serait défavorisé pour 48% des élèves en situation de décrochage. Il y a plus de la moitié des élèves qui sont des élèves qui ont rencontré des difficultés dans les apprentissages. D'autres ont subi des événements stressants au cours de l'année passée. Et souvent, dans la typologie, nous retrouvons des élèves qui ont déjà redoublé. Cependant, un petit peu, on aimerait aller au-delà de ce profil des élèves proposé par ce rapport. On peut glisser vers des indicateurs comme le désinvestissement scolaire, le comportement en classe, l'attitude dans l'établissement, le rapport avec les familles lors des contacts. Ce qui est donc intéressant, c'est que plutôt que de parler d'élèves décrocheurs, comme s'il s'agissait d'une catégorie spécifique dont les causes seraient à chercher uniquement du côté de la vie personnelle et de l'intime, on préférera pour ce webinaire le terme d'élève décroché, qui rend compte d'une approche peut-être plus systémique. Car finalement, le décrochage scolaire, c'est peut-être lié aussi à un, ou plutôt à des contextes scolaires. Donc, plusieurs facteurs un petit peu extérieurs à l'élève peuvent venir éclairer cette attitude. Tout d'abord, le monde dans lequel on vit. C'est un monde parfois complexe, éprouvant, avec des repères flous, et les élèves ont besoin de retrouver un certain sens. Le monde s'accélère, voire s'emballe avec des changements d'ampleur, qu'ils soient sociaux, économiques, écologiques, technologiques, scientifiques ou culturels. Ce phénomène également peut se retrouver au sein même d'un établissement, parfois de façon involontaire. Il peut y avoir d'autres facteurs liés aux pratiques pédagogiques non graduées dans la difficulté, au développement du sentiment d'échec, au traitement et à la place de l'erreur dans la salle, dans les cours, à l'évaluation qui est parfois vécue comme une sanction ou un jugement, et à une orientation qui est, hélas, souvent considérée comme subie. Le but n'est pas de faire un catalogue, mais de montrer que finalement, plutôt que des élèves décrocheurs, c'est des élèves qui ont été décrochés, que les causes sont parfois diverses et que cela entraîne, et c'est l'objet de notre webinaire, des accompagnements divers et de facto des préventions diverses. Face à tous ces contextes, nous ne sommes pas démunis. Nous avons un rôle à jouer dans la prévention lors des premiers signaux d'alerte avec une équipe en veille, dans la mobilisation lorsque l'élève est en voie d'être décroché avec une équipe en alerte, et dans la remobilisation lorsque l'enfant est décroché avec une équipe elle aussi mobilisée. Il s'agit donc de l'affaire de tous et il peut concerner tous les élèves que nous avons face à nous. Donc, dans les perspectives d'une éducation intégrale de la personne, on peut se rendre compte que ce phénomène de décrochage ou de la scolarité, il y a des moments de saut. Que grandir, aller à l'école, c'est parfois faire un saut vers l'inconnu, un saut vers l'autre.
y compris quand cet inconnu est celui qui est en nous. Un saut vers une vie de l'esprit. Et cette ouverture demande un ancrage. C'est celui de la confiance. Cette confiance est basée sur une conviction, une foi partagée. Tout jeune, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, est capable. La posture professionnelle de l'écoute, la qualité de la relation humaine sont un passage transformateur. Si le ressaisissement de son histoire par le jeune décroché ne nous appartient pas, nous savons que cela est possible et exige un dialogue, des expérimentations et la résistance à la tentation de l'uniformisation sécurisante de l'enseignement. Je laisse la parole à Anne Offray, que je remercie de venir dans ce webinaire pour vraiment nous montrer que cette persévérance scolaire est l'affaire de chacun. Bonsoir, merci Solveig. Oui, nous sommes persuadés dans l'enseignement catholique que la persévérance, c'est l'affaire de chacun, de tous. D'abord de tous, quel que soit le niveau de scolarisation, le décrochage ne concerne pas que les lycéens. Les décrochés, on n'en trouve pas qu'au lycée, on en trouve au collège. Et finalement, ça se construit en amont, ça se construit aussi dès l'école élémentaire. Donc c'est bien sur le continuum école, collège, lycée qu'il faut que nous agissions pour que nos enfants, nos élèves persévèrent dans leur scolarité. Donc quel que soit le niveau, nous sommes concernés. Et puis, est-ce que c'est uniquement l'affaire de l'enseignant qui a cet élève-là en classe? Bien non plus. Cette histoire de l'élève qui est face à des difficultés, elle est l'histoire d'une communauté éducative. Comment, ensemble, on construit un étayage qui va permettre à cet enfant de poursuivre sa scolarité en toute sérénité. Comment fait-on pour que chaque enfant puisse poursuivre? Et donc, on est tous ensemble, éducateurs, enseignants, en lien avec la famille, autour du jeune pour que ça avance. Et donc, on a des exemples de communautés éducatives mobilisées par exemple, une cellule de veille, ça fonctionne, pluridisciplinaire, qui permet d'accompagner les élèves, chacun avec sa spécialité. Et puis, aussi des établissements qui se mettent en marche pour se dire, qu'est-ce qu'on va faire en amont pour que ça n'arrive pas? Comment dans notre posture éducative et d'enseignant, on va pouvoir permettre à cet enfant de persévérer pour qu'il ait une orientation qu'il choisisse et qui lui plaise et qui lui permette de s'épanouir, de devenir un homme debout. Alors Solveig, je vais te redonner la parole. Merci beaucoup Anne. Effectivement, comment accompagner les situations de décrochage? Comment un petit peu soutenir la persévérance scolaire et, comme tu le disais, former les acteurs des communautés éducatives? Donc, c'est un petit peu toutes ces questions que nous nous permettons de poser à notre témoin Stéphanie Pratt. Bonjour Stéphanie, tu es chargée de mission à la DDEC du Poitou-Charentes et donc tu voulais un petit peu nous témoigner de ce que tu as vécu et un petit peu de tout ce bagage que tu as accumulé au cours de tes différentes expériences professionnelles. Merci Solveig. Effectivement, je suis chargée de mission à l'ADEC du Poitou-Charentes. Donc, j'accompagne des établissements et en même temps, je suis chargée du dossier école inclusive. Et par avant, j'ai été bibliothécaire. Je travaille dans les BCD des écoles maternelles des quartiers nord de Marseille pour les enfants allophones. J'ai été enseignante en histoire-géographie et puis j'ai travaillé en ITEP de raccrochage scolaire. J'ai été adjointe pédagogique dans un établissement de la Fondation d'Auteuil dans le Beaujolais où j'ai pu créer un dispositif de raccrochage scolaire. Et en même temps, je faisais partie du groupe Recherche-Action nationale de la Fondation d'Auteuil. Donc, par rapport à ce qui a été dit avant, on peut se dire que donc, le décrochage, c'est un processus, c'est pas un état, c'est pas un trouble. C'est un phénomène qui est complexe, qui est multifactoriel et qui se traduit de manière très différente. Et donc, vous avez un Eduscol janvier 2014 qui présente effectivement ceci qui est très intéressant. Et par rapport à ce constat, on peut se dire qu'il n'y a pas une réponse à apporter, mais qu'il y a plusieurs possibles et qu'il n'existe pas un profil type de décrocheur.
Et donc, il y a plusieurs possibilités sur le terrain, plusieurs possibles à apporter pour accompagner ces jeunes. Alors, dans ce que j'ai pu mettre en place, mais il existe plein de choses d'autres, d'intéressantes sûrement à mettre en place, mais ce qu'on a pu nous mettre en place, c'est ce que disait tout à l'heure Anne, par exemple un lieu d'écoute avec des personnes ressources. C'est un indispensable, hein, montrer aux jeunes qu'on entend sa difficulté, son mal-être, qu'on est là pour l'accompagner, pour l'aider, trouver là où les causes de ce décrochage, parce que la recherche de l'adhésion du jeune, c'est quand même la première étape de la remobilisation. Et en tant que chef d'établissement, on peut penser à créer un lieu comme ça d'écoute qui va servir donc aux décrocheurs, mais pas que. Et puis, donc avec une personne identifiée ressource que l'on peut aller interpeller. Ce qu'on avait mis en place également avec une équipe sensibilisée sur cette problématique au sein d'établissements où j'étais en direction, c'était des parcours individualisés des jeunes hein, selon leurs difficultés, parce que l'enfant, s'il est démobilisé par le scolaire, il est parfois et très souvent mobilisé par plein d'autres choses. Donc, par exemple, pour les hauts potentiels, on avait mis en place des missions, c'est-à-dire qu'il faisait partie d'une démarche de type classe inversée. Donc, l'élève partait en mission une quinzaine de jours sur une question problématisée d'une discipline ou plusieurs disciplines. On associait les parents à ce travail-là et puis il revenait au bout de ces 15 jours en présentant le travail à la classe qui permettait de valoriser dans son travail, de lutter contre le décrochage, de permettre à l'enfant qui finissait par s'ennuyer, par perturber, de souffler et aussi de valoriser des compétences individuelles. On a pu aussi multiplier des stages pour les élèves qui étaient en perte de sens dans leurs apprentissages, créer des emplois du temps aménagés sur une période courte avec une prise en charge individuelle par une personne ressource. Ils ont pu aussi faire des aides documentalistes avec la bibliothécaire, la documentaliste, ou alors nous étions un ensemble scolaire. Donc il était aussi possible d'envoyer faire du tutorat auprès de l'école primaire ou en maternelle, ce qui responsabilise ces jeunes et qui les valorise aussi et leur permet voilà, d'avoir le goût aussi des apprentissages. Et puis, alors quelque chose d'un petit peu moins individualisé, mais ce sont des ateliers. On a aussi fait des petits ateliers d'action solidaire, travail sur l'orientation, la découverte de soi, qui permet de réconcilier jeunes avec l'école et de trouver des leviers de remobilisation. Pour aller un petit peu plus loin dans quelque chose d'un petit peu plus poussé, on a aussi créé des dispositifs innovants dédiés aux décrocheurs avec une équipe projet. Alors, un dispositif que je n'ai pas créé, mais que j'ai vu fonctionner à Albertville, un établissement de la Fondation d'Auteuil qui s'appelait le SAS Souffle. C'est un lieu convivial, accueillant, à l'écart du scolaire, où des enfants avaient été repérés pour leurs difficultés, pour leur mal-être. Et ils venaient pendant une petite période travailler sur la relaxation, l'écoute, la présence bienveillante, brain gym, l'expression orale. Pour ma part, ce que j'avais mis en place, c'est un dispositif de raccrochage scolaire qui s'appelait le PASS. C'était un dispositif interne à l'établissement. On n'allait pas chercher des décrocheurs à l'extérieur. C'était nos propres élèves qui étaient, voilà, on devait lutter contre le décrochage. Et donc, avec une éducatrice qui était formée pour, on les recevait 2 demi-journées par semaine pour valoriser, sécuriser les jeunes face au scolaire, les remettre en projet. Dans un climat de confiance, restaurer le dialogue enseignant-enseigné, et puis travailler la socialisation et recréer le goût d'apprendre. Le déroulé type d'une de ces journées, c'est on arrive, on fait un mur d'émotions où on va déposer tout ce qui ne va pas, tout ce qui va, tout ceci en pédagogie institutionnelle et pédagogie de projet qui sont des pédagogies intéressantes comme levier de remobilisation. Et puis ensuite, il y avait tout un travail d'expression, théâtre, atelier, philo, et on finissait par un ça va pas, puisqu'on était
en pédagogie institutionnelle. Il peut y avoir des subventions très intéressantes pour ces dispositifs qui sont liés au FSE, le Fonds social européen. C'était le cas pour nous. Attention, voilà, ces financements ne sont distribués qu'après justificatif des frais engagés. Voilà. Donc là, je viens de regarder un petit peu aussi dans le pacte enseignant qu'on a en ce moment et dans le lycée pro, il y a quand même vraiment beaucoup de choses possibles pour lutter contre le décrochage et donc ça peut être pertinent voilà, d'aller jusque-là. Des choses beaucoup plus simples, l'art comme outil de remobilisation. Alors, il y en a qui vont plus vers le sport, ça me parle un peu moins. Donc, nous, on est allé plus vers l'art, qui est assez facile à mettre en place. On a mis en place des ateliers d'art-thérapie, groupes de musique, ateliers théâtre, avec des enseignants volontaires ou des intervenants. Parce que ça permet de lutter contre le décrochage et de lutter contre des difficultés d'inclusion. Ça permet aux jeunes de déployer ses potentialités et ses talents. Une des dernières choses, les parents ont été fortement associés à la scolarité de leurs enfants. On trouvait qu'il était important de créer un vrai climat de confiance pour lutter contre le décrochage. Et de faire venir les parents à l'école pour des choses positives et non pas toujours pour dire ce qui n'allait pas. Alors, je ne vais pas vous donner tous les exemples de choses possibles qu'on a pu mettre en place, mais on a mis par exemple un café des parents un samedi matin par période où j'accueillais en tant qu'adjointe avec un enseignant ou un éducateur des parents qui venaient échanger avec nous. Ça permet souvent de dénouer des petits conflits ou alors de sentir que il y a une petite difficulté en ce moment chez un de nos élèves. Dernière chose cette fois-ci, favoriser un climat scolaire serein. C'est fondamental de créer du bien-être scolaire pour lutter contre l'absentéisme et contre le décrochage et pour faire qu'un élève puisse s'impliquer dans la vie de l'établissement. Bref, il n'y a pas une solution miracle ni une solution unique à appliquer. Il est important pour un chef d'établissement, pour une direction, pour une communauté éducative de travailler donc de manière collective et durable sur cette problématique, de créer pourquoi pas une commission persévérance scolaire et d'intégrer la lutte contre le décrochage scolaire dans un projet d'établissement. Merci beaucoup Stéphanie. Ouais. Alors effectivement, ce que je retiens, c'est un lieu d'écoute et une personne ressource. La mise en œuvre de parcours individualisés, des dispositifs spécifiques, de la didactique comme outil de remobilisation, d'inclusion et de persévérance scolaire, des parents associés à la scolarité de leur enfant et un climat scolaire serein et favorable. On peut poursuivre sur un autre témoignage, Benoît ? Avant de commencer ce nouveau témoignage, il me semble intéressant de travailler un peu la transition entre les ouvertures des possibles que Stéphanie a pu nous balayer, alors peut-être effectivement de façon très large, mais en ouvrant des perspectives et rendant peut-être aussi accessible ce qui pourrait paraître complexe au départ. On a tout à l'heure évoqué cette question de la persévérance scolaire pour les jeunes, afin de la soutenir. Et on peut se dire à un moment donné, par un effet miroir, il y a peut-être aussi une persévérance institutionnelle à avoir, à accompagner au mieux ces jeunes et à ne pas être effectivement dans la situation de dire on ne pourrait rien faire, ou c'est pas possible, ou quels moyens on aurait, ou c'est trop complexe, quelle situation difficile à gérer, qui peut effectivement être désarmante par moment, mais on voit bien par tous les possibles que Stéphanie a pu balayer et évoquer, et puis qui sont incarnés, puisque c'est des pratiques et c'est des choses qui ont été expérimentées, on se rend compte qu'on peut effectivement accompagner nos jeunes dans un parcours de formation, même s'il y a eu des chaos, dans l'idée de se tenir, et un petit peu à l'image de l'infographie qu'on a eue pour ce diaporama, d'être dans la cordée, dans l'aide et la relation d'aide à l'autre, mais aussi dans la relation d'écoute et dans le lien avec d'autres, qui a évoqué par Stéphanie le lien avec les familles, le lien avec les enseignants, les différentes ressources qui peuvent exister. Alors, Anne Offray, qu'on a présenté très rapidement tout à l'heure, mais qui est chargée de mission, va maintenant présenter un nouveau temps de notre webinaire. Je vais lui laisser la parole. Alors, je viens vous parler ici, je vais vous présenter une expérimentation dans un collège. On disait que c'est bien tout du long de la scolarité que ça s'explique et que ça se travaille. Donc, un exemple au collège Saint-Joseph de la Guerche de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et c'est là, je vais vous présenter un travail qui a été mis en place par Patrick Bureau et son équipe. Donc, Patrick Bureau, chef d'établissement au collège Saint-Joseph de la Guerche de Bretagne. À Saint-Jean, sur la plaquette, c'est écrit
Des parcours, un avenir pour chacun. Alors Patrick, d'abord, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Avec ton équipe, vous avez choisi de mettre l'accent sur le passage du cycle 3 au cycle 4. Concrètement, comment est-ce que vous repérez les enfants qui présenteraient des risques de décrochage et pour lesquels il faudrait mettre en œuvre une commission persévérance, comme le disait Stéphanie tout à l'heure? Bonjour à tous. Alors effectivement, dans un premier temps, l'idée c'est d'identifier leurs besoins dans un lien très fort avec les écoles. Donc des échanges avec les professeurs des écoles et les professeurs de collège, des fichiers détaillés, des adaptations que l'on va poursuivre, qui nous sont communiquées, et puis beaucoup de rencontres avec les familles. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va avoir une première étape, notre premier semestre en fait, qui va permettre d'étudier un petit peu le comportement du jeune et ses succès ou moins en arrivant au collège. Donc on repère des enfants à un moment qui, à la fin du premier semestre, vont avoir peut-être du mal malgré les adaptations. Et on va essayer en fait de les mettre en perspective en lien avec des familles pour commencer un parcours donc qui va s'amorcer dès le deuxième semestre de 6e, donc en vue de peut-être répondre donc à ces besoins que je citais, à savoir dans un premier temps des méthodes de travail, souvent du temps aussi, parce que ce sont des enfants qui, la plupart du temps, sont lents, et puis des enfants qui ont besoin de souffler aussi pour reprendre confiance. Voilà. Donc, on établit un contrat ensuite avec la famille et on se projette sur le cycle 4 avec un parcours qui est déjà accompagné de manière particulière. Alors, comment vous accompagnez ce parcours? Quels aménagements proposez-vous aux jeunes et à sa famille? Alors en fait, c'est un parcours 5e en 2 ans et c'est un parcours très progressif. C'est un parcours en fait où on va alléger un certain nombre d'apprentissages la première année. Par exemple, on va enlever ou bien les SVT ou bien la LV2 pour que l'élève ait plus de temps, pour lui éviter aussi des matières dans lesquelles il pourra y avoir des difficultés liées à l'abstraction, liées à la méthode. On sait qu'en SVT, par exemple, c'est assez probant. On va l'accompagner aussi pour les évaluations, à la fois donc accompagnement dans la première année et la deuxième année pendant les devoirs surveillés, et aussi avec des évaluations qui vont être des évaluations adaptées. Et nous avons travaillé sur 3 types d'évaluations permettant en fait de maintenir ces élèves, et ça c'est le plus important, en situation de réussite. Et donc les enseignants dans les classes, puisque ces élèves sont répartis dans les classes, ils sont 7 cette année en première année de 5e et 8 en deuxième année de 5e, et bien ces élèves vont travailler dans des classes en quelque sorte où il y a des doubles niveaux. Alors, comment ces aménagements sont-ils possibles ? Comment est-ce que tu as travaillé ça avec ton équipe? Alors en fait, on a choisi de faire autrement. On n'avait pas de moyens complémentaires, on n'avait pas véritablement de possibilités, et puis c'était pas notre souhait non plus. L'idée, c'était surtout d'imaginer comment on pouvait vivre l'école en regardant peut-être autrement les apprentissages. Donc il y a un travail de fond en fait avec les enseignants qui était à faire, un travail sur 3 questions fondamentales. La première, c'est la motivation. Comment est-ce qu'on peut obtenir la motivation chez un jeune? Est-ce qu'on motive un jeune? Moi, je suis persuadé que non. Par contre, on crée les conditions de la motivation pour lui. Et on va faire naître chez lui un certain nombre de choses. C'est ce que les Menésiens, nous sommes un établissement ménésien, appellent l'appétence. Hein, voilà. Et donc, à partir de là, on a beaucoup travaillé cette question de la motivation et de la réussite. Parce que quand on réussit, quand on est mis en situation de réussite, on a envie et on est motivé. On a travaillé, bien sûr, on a approfondi la différenciation et on a travaillé très, très loin aussi sur l'évaluation. Voilà, encore les points essentiels. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous comme ça? C'est 3 ans, 4 ans? 5 ans. 5 ans. Alors, depuis les 5 ans. On a commencé il y a 6 ans, en fait, le travail. Mais c'est en place depuis 5 ans. Voilà. Et alors, avec le recul que vous avez là, quels bénéfices voyez-vous dans l'établissement?
Alors, le bénéfice, en fait, il est surtout dans ce que deviennent nos jeunes. C'est-à-dire qu'on retrouve des jeunes qui ont une meilleure estime d'eux-mêmes, qui à un moment se disent « oui, moi aussi, je peux y arriver ». Ils ont été marqués par pas mal d'années, la plupart du temps, de mauvaises notes, de difficultés, d'appréciation négative. Et là, à un moment donné, on leur redonne au moins cette image d'eux-mêmes qui est une image beaucoup plus positive. Par exemple, au premier semestre de 5-1, on ne met pas dans le bulletin les échecs, on ne met que les bonnes notes, mais c'est contractuel, on le sait, c'est comme ça, et en même temps, ça leur renvoie donc une belle image. Ça leur permet aussi une orientation, des orientations qui sont choisies et pas subies. On a des jeunes qui nous disent moi, je préfère faire 5-1 et puis en même temps, je vais bien vivre mon année de 5e et derrière, je veux aller en 4e projet professionnel parce qu'on a un lycée professionnel à côté, un lycée agricole et on travaille en partenariat. Et puis, on a des jeunes qui continuent ensuite 5-2, 4e, 3e et qui décrochent leur brevet, par exemple, avec mention et qui reprennent goût finalement aux apprentissages. Et ceux qu'on suit depuis 5 ans réussissent bien. On a plus de 3/4 de belles réussites, on peut dire. Merci Patrick pour ce témoignage. Donc, on voit bien que la persévérance scolaire, elle se travaille dans une alliance éducative avec le jeune, avec la famille, que ça fonctionne si toute l'équipe, toute la communauté est impliquée. Ça ne peut pas être l'histoire d'un seul enseignant ou d'une seule cellule, c'est bien une équipe impliquée, partie prenante, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et puis, c'est aussi un état d'esprit d'établissement et puis un pilotage particulier. On va poursuivre ce travail et cette réflexion que nous avons autour de la persévérance. Et Benoît, je te redonne la parole. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, si on tire le fil qu'on évoque depuis le début, il y a quand même la notion de parcours qui apparaît, qui est quand même importante. Comment on accompagne un parcours? Vous l'avez utilisé aussi bien Stéphanie que Patrick, avec la notion proposer des parcours. Il y a aussi ce qui me semble intéressant dans ce qu'on a entendu, il y a la question de seuil et de continuité. Ça, c'est une terminologie qu'on connaît bien dans l'enseignement catholique, mais qui n'empêche pas la question de rupture. Et effectivement, de prendre en compte, de vérifier, de faire attention aux points de rupture qui pourraient exister. Ce qui est important aussi, en tout cas dans ce que j'entends, il y a cette question d'engagement de la communauté pour accompagner les plus fragiles et puis accompagner chacun. Voilà. Et avec cette question aussi de la reconnaissance du parcours fait par chacun. Ça semble important en disant les petits choix, Patrick évoquait en disant on ne retient que les bonnes notes, ou à un moment donné Stéphanie qui disait on va faire le choix de tel type d'activité ou de telle proposition. On se rend compte que chacun est particulier, que chaque personne est particulière et que chacun de nos élèves qui sont en situation particulière dans leur parcours d'apprentissage, effectivement, doivent être regardés de façon attentive et accompagnés, écoutés. Il y a toute l'importance du dialogue que vous avez évoqué, la place de la parole qui est donnée. Et puis le travail aussi, peut-être à un moment donné, avec des partenaires, avec d'autres. Stéphanie a évoqué plusieurs fois des ressources qui existent, des partenaires avec lesquels on peut travailler. Et là, dans le dernier témoignage que nous allons avoir, on va se poser la question de dire quand la prévention ne suffit plus, quand on ne peut plus à un moment donné faire de propositions qui semblent raccrocher ou retrouver la personne ou effectivement de la rejoindre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut accompagner le jeune et proposer une remédiation qui soit capable de redynamiser la persévérance scolaire, de faire renouer avec la notion de parcours, de faire de la rupture quelque part comme un seuil, de la relire et de lui donner du sens surtout et de sortir effectivement, on pourrait dire, d'une forme de désolation. Petit lapsus révélateur que j'ai eu au début de ce webinaire, quand j'ai parlé de désespérance scolaire plutôt que de persévérance scolaire, effectivement, quelquefois, c'est comme tel et c'est vécu comme tel par les personnes et ça peut être très blessant, ça peut être impactant sur le parcours de la personne, mais aussi sur sa construction personnelle. Et c'est pour ça qu'on va donner la parole à Thomas Guégan, qui est animateur régional, qui va se présenter et prendre le temps aussi de nous expliquer qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de parcours, un lien avec la MIGEC, une expérience particulière à la MIGEC Bretagne, mais aussi derrière une initiative, quel référent il peut y avoir, quelle démarche on peut avoir pour accompagner au mieux ces situations-là et faire en sorte qu'on puisse renouer afin de retisser les liens d'une persévérance et permettre à chacun de pouvoir rentrer dans cette dynamique. Thomas, je vous laisse la parole. Thomas Guégan, coordinateur régional de la MIGEC. La MIGEC, c'est la mission d'insertion des jeunes de l'enseignement catholique.
Donc, ça a été créé en 1995 dans le cadre de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle pour les 4 départements bretons. Elle s'organise au niveau régional, départemental, au niveau des bassins, il y en a 18 sur toute la Bretagne, et puis au niveau des établissements. Donc, c'est un dispositif de l'enseignement catholique au service de la persévérance scolaire, de la lutte contre le décrochage scolaire. Initialement, c'était beaucoup sur le décrochage scolaire et puis, au fur et à mesure des années, on s'est vraiment décalé sur la persévérance scolaire. Elle est au service des établissements du réseau, elle est au cœur des établissements et en lien avec tous les partenaires extérieurs. Très rapidement, les acteurs de la MIGEC, on va retrouver le secrétaire général du CAEC avec la délégation au directeur diocésain, un coordinateur régional, 4 chargés de mission départementaux, 4 coordinateurs départementaux, 18 coordinateurs de bassin, 19 animateurs de bassin avec des décharges horaires qui sont des enseignants, 120 formateurs qui sont également des enseignants mais qui en plus de leur cours viennent accompagner les animateurs et 19 intervenants extérieurs qui sont à 95% des psychologues. Alors, le fonctionnement de la MIGEC, il se base d'abord sur une information sur la connaissance du dispositif auprès des établissements et auprès des jeunes. Il propose des ateliers en fonction de leurs besoins. Il coordonne les démarches des jeunes en fonction pour faciliter leur intégration professionnelle, leur entrée en formation et assure une liaison avec les partenaires de bassin d'emploi chargés de l'orientation et du suivi des jeunes. On accueille environ 1300 jeunes sur l'année. Du 16-25 ans en formation initiale, ayant quitté la formation initiale depuis moins d'1 an, ils sont scolarisés dans les établissements catholiques, mais en rupture scolaire. Ils peuvent avoir des projets à vérifier ou à valider. Ils peuvent être aussi sans projet défini. Ils peuvent être en recherche d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et puis, ça peut être des jeunes diplômés ou non. Alors, si on prend un peu des exemples de remédiation sur des jeunes qui sont en situation de décrochage, on va retrouver l'entretien individuel qui est vraiment important puisque là, on va prendre le temps, les animateurs et les formateurs vont prendre le temps avec le jeune. On va trouver éventuellement des entretiens avec des psychologues, des ateliers collectifs, des stages en établissement scolaire pour valider des futures formations, envisagées ou non, et des stages en entreprise pour valider ou non des futures activités professionnelles envisagées par le jeune. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. En ce qui concerne l'accompagnement et pour la persévérance scolaire, on agit avec beaucoup de partenaires. On essaie d'échanger un maximum avec les chefs d'établissement, les professeurs principaux, la vie scolaire. On travaille bien sûr, comme les collègues l'ont dit, avec un entretien individuel avec le jeune, avec la famille, c'est très important. On met en place des référents MIGEC, persévérance scolaire dans les établissements qui sont des très bons relais. La mise en place de cellules de veille qui est un élément pertinent et important. On garde toujours des contacts avec les partenaires régionaux, le CIO, la mission locale, pour ne laisser aucun jeune sur la route ou désœuvré. Et puis, quelque chose qui est important aussi, c'est la mise en place de formations et d'initiation au décrochage scolaire par l'intermédiaire de formations de 3 jours avec l'IFSEC. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est assez pertinent et qui permet aussi de mobiliser dans les établissements scolaires. Quand quelqu'un part en formation sur le décrochage scolaire, il y a souvent du retour dans les établissements scolaires et éventuellement de la mise en place d'actions. Alors, comme on l'a dit, le décrochage scolaire est multifactoriel. Ça permet d'avoir des axes de travail multiples. On peut aller sur la psychologie, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. On peut aller aussi sur le point de vue sociologique en prenant en compte le capital culturel et l'environnement. D'un point de vue neuroscientifique, avec un cerveau qui est là pour apprendre et qui permet de se développer, mais qui est très immature chez le jeune, on va pouvoir travailler les émotions, la mémorisation et puis l'attention. Et puis, les sciences de l'éducation, elles, vont nous accompagner avec éventuellement Janos qui parlait de type de décrocheur et les remédiations envisageables. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui a été dit, c'est que la situation de décrochage scolaire, c'est un processus qui intervient et qui peut être arrêté à tout moment, qui peut être amené jusqu'à la phobie sociale, mais qu'on peut enrayer à tout moment en mettant des actions en place de situations de persévérance scolaire. Et en conclusion, à la MIGEC, nous sommes très attentifs à plusieurs choses. C'est déjà prendre le temps d'écoute nécessaire. Ça, c'est une priorité. Ensuite, entendre et accompagner les besoins du jeune. Ensuite, créer une figure d'attachement scolaire sécure, c'est-à-dire créer un lien de confiance. Ça, c'est Boris Cyrulnik qui nous dit très bien. Et puis, quelque chose qui est important également, c'est développer les compétences psychosociales, la relation avec les autres, son autonomie, être bien avec soi-même et être bien avec les autres. Merci beaucoup Thomas.
Dans ce qu'on vient d'entendre, il y a quand même plusieurs verbes importants qui reviennent et qui donnent du sens, hein, parce qu'effectivement, les premières diapositives peuvent être impressionnantes avec les différents moyens. Hein. La MIGEC, c'est effectivement une structure avec une histoire, ça fait un certain temps que ça existe, mais on voit aussi que peut-être, même si on n'a pas de MIGEC autour de nous, on a des verbes qui nous sont donnés, qui sont importants et qui pourraient peut-être nous aider justement à accompagner au mieux ce fameux parcours, ces situations moi je dirais, de raccro aussi qu'il peut y avoir dans le parcours, hein, ou de décrochage, mais de raccro aussi. Il y a le verbe informer qui me semble important. Informer le jeune aussi des choses possibles qui peuvent exister pour sortir de l'angoisse dans laquelle il puisse se trouver à un moment donné. Quand on est perdu et quand on est démotivé, il n'y a pas que créer les conditions de la motivation, il y a aussi ouvrir des possibles en disant il y a des choses qui existent. Voilà. Et je trouve le verbe aussi utilisé dans la diapositive, le verbe proposer. Voilà, parce que l'école, elle impose beaucoup. Et peut-être que dans le décrochage, et on voit bien dans la difficulté de rester persévérant, beaucoup de jeunes ont cette violence qui leur est faite d'imposition et passer du verbe d'imposer à proposer. On voit toute la démarche qu'il y a derrière et on voit toute la philosophie que la MIGEC a dans sa démarche. Je trouve aussi important le verbe qui vient corroborer tout ce qui a été dit avant par Stéphane, mais aussi par Patrick et aussi par Anne et Solveig sur le fait du verbe coordonner. La question de coordonner. Et peut-être que j'ai évoqué tout à l'heure la question de la persévérance que nous, on devrait avoir aussi en termes d'équipe, de réseau, même aussi de territoire. C'est aussi cette question de la coordination qu'il existe entre les différents acteurs afin de prévenir, de voir, plutôt que d'agir dans le dernier moment. Souvent, on laisse des fois s'installer des situations de décrochage, non pas par manque et par incompétence, mais c'est parce que on ne communique pas assez, on ne voit pas les liens et les réseaux qui existent. Et puis, il me semble que ces verbes combinés aux autres verbes que utilisait Thomas dans la dernière diapositive, les verbes écouter, entendre, créer, les liens, ça me semble créer les conditions qu'évoquait tout à l'heure Patrick sur les conditions de la motivation ou de la remotivation ou du terme employé effectivement dans certaines démarches d'ancrochage, comment on peut ancrer à nouveau quand il y a eu quelque chose qui a été abîmé. Ce qui est important dans ce qu'on vient d'entendre dans les différentes interventions, c'est que souvent quand on parle de décrochage, il y a une forme de violence, de solitude évoquée pour la personne qui se trouve en situation de décrochage et de rupture très violente et d'éloignement. Alors dans tout ce que vous avez évoqué, même sans être dans l'euphémisme ni le déni d'une réalité, on voit qu'il y a des possibles pour créer des ponts. Et puis ce qui me semble intéressant, Thomas, quand on avait préparé cette intervention, on avait insisté sur l'importance dans l'échange qu'on avait eu sur les compétences psychosociales. Et quand on a entendu Stéphanie, quand on a entendu Thomas et quand on entend aussi Patrick, on se rend compte que ce travail sur les compétences psychosociales peut être un levier important. C'est transversal, ça se travaille du primaire jusqu'au lycée et ça continue avec le post-bac et la formation tout au long de sa vie. C'est effectivement donner les conditions à la personne de pouvoir trouver à un moment donné des espaces pour ouvrir des fenêtres. À partir de ce qu'on vient d'échanger, des échanges qu'il y a pu avoir, des témoignages et des communications, j'aurais envie de vous poser cette question à vous tous là qui êtes autour de la table ce soir, hein, Stéphanie, Patrick, mais Anne aussi, et puis Thomas, avant que Solveig puisse nous conclure ce temps de travail. Dans ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous voyez comme perspective s'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a eu comme écho à un moment donné dans les propos de l'autre qui ont été tenus, qui pourrait nous amener à voir autrement, effectivement, la situation de ces élèves qui, à un moment donné, peuvent se trouver, qui font des fois un pas de côté, ou qui se détournent de l'école, ou qui font le choix ou pas, à un moment donné, de continuer, d'être en situation de raccrocher, de reprendre effectivement le lien. Qu'est-ce que vous voyez qui permettrait de travailler ce continuum, et comme l'a évoqué Solveig dans son introduction, ce continuum école, collège, lycée, avec une dimension de formation intégrale de la personne. Dans ce que vous avez entendu dans les propos des autres, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter que vous n'avez pas eu le temps de dire, ou simplement que vous n'avez pas eu l'idée de dire à un moment donné quand on a préparé ce temps-là? Pour moi, ce qui est fondamental, c'est de se dire que d'abord, on peut renverser la vapeur, ça c'est sûr, et qu'il s'agit d'être ensemble, chacun a une place différente. Et c'est ce que chaque adulte autour du jeune pourra apporter qui fera qu'il arrivera à reprendre la main sur sa vie et sur ses désirs. Il s'agit de développer chez lui des désirs, c'est ça qui le fera avancer. Par contre, ça ne se fait pas tout seul, vraiment pas. Et moi, j'insiste là-dessus, sur le besoin d'être en communauté autour du jeune. Merci beaucoup, Anne.
Patrick, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Pour moi, c'est vraiment une question de regard porté sur les uns sur les autres, en fait. Les adultes sur les jeunes sur les adultes. Et je crois qu'il y a quelque chose, il y a une translation à faire pour que, effectivement, on fasse preuve ensemble d'imagination. L'école est beaucoup trop figée et on doit l'ouvrir à l'imagination, imaginer des parcours, imaginer des postures, imaginer des activités. Et les jeunes en ont énormément de l'imagination, ils sont capables de créativité et il faut aller les chercher là-dessus. Je pense qu'on ne va pas assez les chercher là-dessus. La deuxième chose, c'est là aussi une manière de regarder autrement le travail à l'école, c'est de prendre du plaisir ensemble. Moi, je pense que si on prend du plaisir à réussir et du plaisir à faire réussir, côté jeune, côté adulte, il se passe quelque chose. Et on a un challenge à relever là, véritablement. Et puis la troisième chose, une fois qu'on a réussi peut-être les 2 premières étapes, c'est de se dire, on a envie d'y aller, on s'engage. Donc nous, effectivement, on contractualise avec les familles, on contractualise avec les jeunes, avec les enseignants. Ils ont travaillé, mon équipe, ils ont travaillé mais énormément pour mettre ça en place parce que c'est complètement hors culture pour le collège. Mais une fois qu'on a ça et que l'on mesure les résultats, on a une école véritablement où le climat change et où les acteurs se regardent et travaillent et réussissent autrement ensemble. Je trouve que ce qui est quand même très rassurant, c'est de se dire que c'est pas un état, ce décrochage, et qu'on est quand même dans un processus qu'on peut effectivement casser à tout moment. Effectivement, la relation de confiance, la confiance est quand même quelque chose de très important pour ces jeunes. Cette relation de confiance entre le jeune, les enseignants, les éducateurs, avec les familles, avec les partenaires. Je pense que tout ça permet aussi d'avancer un peu plus. Et puis, je pense qu'il est aussi important d'accompagner les jeunes à chaque transition qui sont parfois très compliquées. On sait que le passage du CM2 à la 6e est un passage très difficile. Donc, vraiment accompagner à ce moment-là. Parce qu'on passe d'un référent à 12 référents. Pareil, nous, nos décrocheurs de collège, ensuite, on les accompagnait au lycée, souvent faisait voilà, 1 ou 2 journées avec eux pour voilà, les mettre à l'aise s'ils en avaient besoin. Et effectivement, on sait que ce sont ces périodes-là, hein, il y a des séparations, des gens qui les connaissent moins, se mettre devant quelque chose de nouveau qui peut perturber chaque jeune. Donc effectivement, essayer de ce fameux continuum dont on parlait tout à l'heure. Oui, je vais partager ce que disent mes collègues. Moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que il y a plusieurs actions qui sont menées dans différents secteurs avec différentes problématiques et qu'elles sont dans le sens et pour les jeunes. Si on peut travailler vraiment en amont sur la persévérance, on pourra éviter ce choc émotionnel qui est le décrochage scolaire et justement enlever cette situation de décrochage scolaire. On a des bassins, on a un réseau qui est très fort et qui permet ces accès à de multiples formations. Et ça, c'est très rassurant parce que ça veut dire aussi qu'on a le droit de se tromper dans son orientation et qu'on peut rebondir à côté. Ça, c'est une vraie richesse de pouvoir travailler avec l'ensemble de ces partenaires-là. Maintenant, à nous peut-être aussi de communiquer, de montrer nos actions et d'accompagner ces jeunes-là et de leur dire mais non, tout est possible, on va vous accompagner, on va prendre le temps et on va écouter vos besoins. Au niveau de la persévérance scolaire, de l'endroit d'où je parle avec l'expérience enseignante que j'ai, c'est vraiment essayer de développer chez l'élève son sentiment d'efficacité. C'est entrer en tant qu'enseignant dans une démarche de pédagogie explicite pour essayer vraiment de donner du sens à ces apprentissages. Privilégier un travail collectif, s'appuyer, mais là je crois que ça a été vraiment bien dit par Thomas aussi, sur les compétences psychosociales et avoir une école ouverte sur le monde, ouverte sur ce qui nous entoure, dans l'espoir. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans la conclusion de nos témoins, c'est cette idée que le jeune n'est pas seul, qu'il est véritablement entouré et que l'on sait équilibrer bienveillance et exigence. Et avant tout, ce jeune, quel que soit le moment, même si ce n'est pas nous qui le décidons, eh bien on lui fait confiance. Merci Solveig. Pour conclure et clore un petit peu ce temps d'échange, en écoutant chacun des propos,
comme le disait Solveig, hein, on est aussi enseignant, ou on a été enseignant, on a été dans des responsabilités de l'enseignement catholique avant d'avoir celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a des visages d'élèves qui réapparaissent et qui font à un moment donné se dire, ben oui, ils ont transformé mon parcours en tant qu'enseignant. Et je me disais, en réécoutant Thomas, les mots qui ont été employés, la question de redonner du plaisir, avoir le désir d'accompagner les élèves, donner de l'appétence, le terme employé par Patrick et puis par Thomas aussi, me dire que ces jeunes qui sont en situation effectivement problématique avec l'école, par moment, nous interrogent et interrogent l'école et nous invitent peut-être à créer des conditions, non pas d'une école forcément nouvelle, mais d'une école où on peut accueillir des questions et se remettre en cause et être non pas déstabilisé, mais accueillir peut-être une autre façon de voir, une autre façon de travailler, une autre façon de rencontrer l'autre. Et quand j'ai entendu ce soir tous ces propos, je ne peux que penser aux propos de Paul Ricoeur qui disait « Je n'apprends que des autres ». Et si ces élèves-là nous apprenaient effectivement à rendre l'école plus belle, l'école plus vraie, plus accueillante et plus hospitalière, et à la prise en compte de chacun. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je pense que Solveig est sur la même longueur d'onde. Je remercie Stéphanie, je remercie Anne, je remercie Thomas, Patrick de ces temps et de ces échanges qui ont pu venir. Et je vous redis encore merci beaucoup et je vous souhaite bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.